Je vous salue fraternellement. Je commence une autre série sur l'ouvrage de Jean-Philippe Omotunde. Jean-Philippe Omotunde, appelé aussi Omotunde Kalala. Son ouvrage, je crois que c'est le volume 1, l'origine négro-africaine du savoir grec. L'origine négro-africaine du savoir grec. C'est vraiment un érudit qui connaissait bien la culture de l'Égypte antique et aussi la culture grecque. Et il a montré que, en fait, ce qu'on appelle le miracle grec ou le miracle grec, etc., tient en fait de ce que les Grecs ont appris en Égypte antique, à Tamérie. Malheureusement, il est mort brusquement, on n'a rien compris. Il était dans un avion, il a eu à manger ce qu'on lui a donné dans l'avion et à la descente, il est mort brusquement. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autopsie. Et même s'il y avait eu autopsie, qu'est-ce que cela changerait? Ils l'ont tué. Je pense, c'est ce que je pense. Parce qu'il dérangeait beaucoup les suprémacistes blancs. Il les dérangeait beaucoup. Alors voilà ce que Omotunde Kalala dit. Il dit qu'il est afro-caribéen, originaire de l'île de Guadeloupe. Qu'il a toujours trouvé énigmatique que les connaissances relatives à l'histoire des nègres qui n'ont pas été transmises dans le cadre scolaire ou familial soient restées très superficielles. Avant de savoir ce que les Gaulois ont fait, etc., ce qui concerne l'histoire de la métropole, il lui semble indispensable de connaître très précisément la nature du patrimoine historique culturel que lui ont légué ses ancêtres, depuis le premier Homo sapiens sapiens africain. Voilà. Bon, il parle de 150 000 avant Jésus-Christ. Moi, je pense que non, c'est au moins 3 millions avant Jésus-Christ. D'autres même parlent de 4 millions avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, il dit, si l'intelligence est universelle, comme le répétait souvent son institutrice, Madame Rezé, pourquoi donc ne fait-on pas l'éloge de l'intelligence, ne fait-on que l'éloge de l'intelligence africaine? Et les Chinois, les Indiens, surtout les nègres. Voilà. Il dit, nous pouvons supporter que ces questions demeurent sans réponse. Alors, il a entrepris lui-même de plonger dans un voyage sans retour dans la recherche historique. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Je pense qu'à ce propos, Chancellor Williams aussi dit la même chose. Voilà. La découverte des ouvrages du savant africain Cheikh Anta Diop a été une seconde étape pour lui. Voilà. Il parle aussi des ouvrages, d'autres ouvrages que lui conseille justement, que lui conseille Diop pour remonter à la source du savoir et accéder aux écrits des anciens africains, grecs, arabes, etc. Voilà. Pour les confronter les récits. Il dit donc c'est le premier fruit de sa quête sur l'histoire des anciens africains que cet ouvrage-là dévoile. Il est coutume de dresser le bilan de la conquête européenne des Caraïbes, de l'Amérique, de l'Afrique et de la traite négrière au terme du génocide, de pertes humaines, de déportations et de préjudices économiques. On oublie souvent que les pensées racistes qui ont germé durant cette époque sont toujours vivaces et nuisent encore considérablement à la constitution d'une vision culturelle et historique objective de l'histoire de l'Afrique en général et des peuples noirs en particulier. Alors, pris dans le tourbillon de l'assimilation et de l'idéologie coloniale, la jeunesse afro-caribéenne, africaine et afro-américaine actuelle a acquiescé une vision réductrice et erronée du passé de ses ancêtres sur le sol de l'Afrique. Voilà. On enseigne des faussetés sur l'Afrique. Il s'ensuit un comportement, notamment d'insouciance, d'ignorance, de manque d'épanouissement. L'inconvénient est que ces deux comportements mènent naturellement à la servitude, car ils ne permettent pas de se forger un cadre de réflexion suffisamment puissant, débouchant sur la création d'une dynamique de pensée et d'action capable de changer notre destin. Voilà. C'est ça. Bravo Omotunde Kalala. Peu importe sa filière, le jeune étudiant noir à l'aube du 3e millénaire ne dispose pas
des outils lui permettant de dresser un bilan exhaustif des legs scientifiques ou philosophiques de ses ancêtres, toute époque confondue, à sa propre discipline. Pire encore pour lui, aucune contribution nègre n'y a été faite. On peut facilement cerner les conséquences dangereuses d'une telle vision de son humanité dans un monde où les compétitions nationales et internationales dans divers domaines exigent une parfaite maîtrise de toutes les potentialités humaines. Confiance en soi, en sa culture, en ses ancêtres, en son histoire, en son destin. Aussi dans ce volume, dit Omotunde, je propose d'examiner le testament historique des Grecs anciens vis-à-vis de l'Afrique. Celui-ci tranche véritablement avec le discours historique officiel, voulant nous faire croire qu'il y a eu dans l'Antiquité une discussion d'égal à égal entre les savants nègres de l'Égypte ancienne et ceux d'Hélène, c'est-à-dire ceux des Grecs. Ils sont même allés jusqu'à parler de miracle, du miracle grec. Alors, le miracle grec n'est qu'une reprise du travail des anciens Égyptiens. Voilà, c'est ça. Avec pas des plus grands penseurs grecs, Pythagore, Platon, Thalès, Euclide et leurs contemporains ont fourni de multiples preuves de leur initiation intellectuelle et spirituelle en Afrique. On continue de cacher au grand public la vérité historique. Voilà. À l'heure où on peut partout dans le monde, sous l'impulsion du savant africain Cheikh Anta Diop, des voix s'élèvent. Théophile Obenga, Ivan Van Sertima, Martine Bernal, Dr Assa Iliar III, Aboubakri Moussalam, J.A. Rogers, Moubabende Bilolo, Alain Ancelin, Oscar Fouma, Babaka Sall, Léonard Jeffrey, pour dénoncer ouvertement le modèle arien, approche européocentriste de l'histoire de l'humanité. Il convient de banaliser ces notions, d'où la raison de ce volume, car ces thèmes abordés ici restent l'apanage des spécialistes de tous bords qui reconnaissent pourtant officieusement leur véracité. Cependant, il est inconcevable que ces questions qui concernent au premier plan les nègres ne soient pas portées à leur connaissance. Parce que nos gouvernements n'acceptent pas de faire enseigner l'histoire véritable de nos ancêtres africains, de nos ancêtres nègres. Voilà le problème, parce que eux-mêmes, ils sont sous la férule du maître blanc. Cependant, il convient de rappeler que le modèle arien, dont les prémices sont à placer vers la fin du XVe siècle, s'est lui-même inspiré largement de certains thèmes émis par le modèle sémitique, approche sémitico-centriste de l'histoire de l'humanité qui l'a précédé. La particularité de ce dernier, dont nous avons des traces visibles dans la Bible, visant à affubler les nègres de tous les maux de la terre, malédiction, servitude développée au 2e et 4e siècle de notre ère dans la littérature rabbinique, dans un contexte géopolitique particulier. Ces thèses ont malheureusement largement été reprises par les pères de l'Église qui, en dépit du choix des versions qui leur ont été offertes, il existe en effet plusieurs versions des Écritures dites évangiles, apocryphes, dans lesquelles ces thèses n'existent pas. On préféré garder dans une littérature dite divine des traces, Dieu merci, il a mis ça entre guillemets, des traces même de l'influence raciste du modèle sémitique. Cependant, ce modèle a lui aussi violemment battu en brèche et l'archéologie et les écrits des anciens Égyptiens et des Grecs anciens. Bon, c'est ça. On dit la malédiction de Cam. Oh, Cam, mais non, on dit la malédiction de Cam. Non, la malédiction de Cam. Alors qu'en fait, dans le texte, on voit que c'est plutôt Canaan qui a été maudit, alors que Canaan n'a rien fait. Canaan est le fils de Cam. Cam a vu la nudité de Noah ou Noé. Mais c'est son fils, Canaan, qui est maudit, alors que Canaan n'a rien fait. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et puis, Noé n'avait pas à être un alcoolique notoire. Voilà. Ainsi, les grands royaumes de Salomon et de David, après 15 années assidues de fouilles archéologiques, n'ont jamais été prouvés. Bon, ça, peut-être que ce n'était pas des royaumes très importants. Certains spécialistes concluent même qu'ils n'ont jamais existé. Ça, moi, je n'irai pas jusque-là. La fuite des Hébreux d'Égypte est une fiction. Ça aussi, j'en doute. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction parce que ces tribus ont effectivement existé. Ces tribus ont effectivement existé.
sur les annales, parce que on a bien vu la déportation des Hébreux d'abord par les Assyriens au 8e siècle avant Jésus-Christ, et puis ensuite par les Babyloniens au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un peuple qui existait bien et bien. Voilà. De plus, sur les annales égyptiennes, ce fait soi-disant majeur n'est pas mentionné. Le récit de l'historien juif antique Flavius Joseph, oui, c'est intitulé, je crois, La guerre des Juifs. Ici, il parle de contre-Appion. C'est un autre ouvrage rédigé vers 93 de notre ère. Ne corrobore d'ailleurs absolument pas cet épisode. D'autre part, Canaan, faut-il rappeler que la terre dont il est question est l'Israël actuel, n'a jamais été maudite ni conquise militairement. On dit Canaan est maudit, mais pourtant on dit que c'est sa terre qui est la terre bénie par Dieu. Voilà le problème, les contradictions qu'on trouve quelquefois dans les écrits dits bibliques ou ailleurs, ou dits sacrés. Voilà. Moïse était en fait un Égyptien, donc un nègre, car le mot égyptien qui n'existait pas à son époque était rendu par Kamit, qui veut dire clairement nègre. L'ouvrage du juif Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, et les ouvrages de Diop après 20 ans d'études approfondies, l'égyptologue Rolf Krauss, spécialiste de Moïse, confirme son origine égyptienne et affirme même que sa chronique a été rédigée par scribe yaviste à une période beaucoup plus récente qu'on ne le soupçonnait. Parce que c'est vrai, souvent c'est Esdras qui, du retour de l'exil de Babylone, a repris les textes et a rédigé les textes. C'est Esdras, c'est le scribe Esdras. Voilà, donc même le Pentateuque, les 5 premiers livres qu'on attribue à Moïse, bon, ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. Les Hébreux n'ont jamais été esclaves en Égypte. Ça aussi c'est vrai. Voilà. Un document archéologique d'époque les montre libres. D'autre part, les ouvriers affectés aux constructions des monuments d'Égypte étaient bel et bien rémunérés. Enfin, à leur arrivée vers 1250 avant Jésus-Christ, les principaux monuments d'Égypte étaient déjà bel et bien bâtis. Les pyramides, par exemple, datent de moins 2700 avant Jésus-Christ. Bon, effectivement, dans le texte rédigé en hébreu, les Hébreux ne disent pas qu'ils sont esclaves, ils disent qu'ils sont serrés, c'est-à-dire ils sont coincés. C'est ce qu'ils disent qu'ils sont serrés. Et c'est ce terme serré-là que les gens ont traduit par esclave. Voilà le problème. Ainsi, depuis des années, des équipes de chercheurs israéliens recherchent ardemment des preuves des événements de l'Ancien Testament en effectuant de grandes campagnes de fouilles archéologiques. Leur verdict est sans appel. L'Ancien Testament, bon, il y a un roman, une fiction, un code de fées, bon, ça je ne pense pas. Il y a quand même des éléments historiques. Il y a quand même des éléments historiques dedans qu'on ne peut pas nier. Bon, notamment, il parle des travaux du chercheur israélien, Israël Finkelstein. Oui, ça, j'ai vu, c'est un de ses travaux, celui-là. Je crois que c'est un archéologue. Elle lui est obligée de proposer un autre schéma historique, par exemple, pour l'installation des Hébreux à Canaan. Les choses se seraient passées en tout bien, tout honneur, avec les Noirs cananéens, construction de petits villages, partage du terre, célébration d'union commune, etc., sans combat ni fracas. Sans doute, la femme même de Moïse, Séphira ou Séphora, elle était madianite, elle était noire. Voilà. Le spécialiste danois de l'Ancien Testament, Nils Peter Lemche, stipule que les auteurs de l'ouvrage ne sont que des auteurs de romans. Ils auraient sciemment déformé les faits historiques élémentaires à plusieurs reprises et à un point considérable. C'est pour ça que quand quelquefois j'écoute des amis, des frères des églises évangéliques et autres, qui pensent que tout ce qui est dans la Bible là, est vrai et que ça vient de Dieu. Non. Il y a même un psaume où il est dit, Seigneur, ne fais pas mentir tes prophètes. Ne fais pas mentir tes prophètes. Hein? Il faut comprendre que tout n'est pas... Non. D'ailleurs, il est dit quoi? Les prophéties sont examinées à l'aune de quoi? De l'esprit. Il faut comprendre ça. Ils auraient sciemment déformé les faits historiques, etc. Bon. Bern George Diebner, le théologien d'Endelberg, qui est aussi doyen de l'Académie, avoue que l'Ancien Testament donne l'impression d'être un conte de fées. Mais en tant que livre d'histoire, il est inutilisable. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Enfin, le grec Diodore de Sicile affirme en donnant des preuves que dans la tradition ancienne, c'est-à-dire avant l'élaboration du modèle sémitico-centriste,
Il était internationalement reconnu que les nègres avaient les premiers initié les autres peuples dans la connaissance du divin. Ça, c'est clair. Ainsi, l'invasion, puisque les anciens Égyptiens ils croyaient dans le Créateur qui est Nétché. Ce sont les attributs de Nétché qu'on a présentés comme d'autres divinités. Voilà. L'invasion même du monothéisme est attribuée aux nègres. Ça, c'est clair. Voilà. Ce qui est logique parce qu'il est reconnu officiellement que le pharaon Akhenaton fut l'initiateur spirituel de Moïse. Fut l'initiateur spirituel de Moïse. Ah, bon, non, c'est ça. Tout cela est un peu violent pour celui qui découvre les faits, mais il faut savoir que ces informations sont depuis plusieurs années des conventions pour les spécialistes des 4 coins du monde. En fait, la véritable violence provient plutôt de notre niveau d'ignorance et du fait que nous soyons les derniers informés des résultats de la recherche sur notre propre passé, car les récits, s'ils ne peuvent être démontrés par l'archéologie et la documentation historique comparée, demeurent bel et bien fictifs. Par conséquent, j'espère vivement que cet ouvrage dans lequel j'ai volontairement voulu vous livrer les témoignages authentiques des anciens vous donnera envie de partir en quête du patrimoine culturel et historique de nos ancêtres africains et afro-caribéens et de visualiser plus objectivement la véritable histoire de l'humanité. J'espère aussi que vous comprendrez que nous ne pouvons nous permettre de continuer à léguer aux jeunes générations qu'une vision superficielle, frustrante et déformée de leur patrimoine historique. Donc, vraiment, il faut corriger tout ça, c'est ça. Merci au Motunde Kalala. Si l'intelligence est universelle, la nôtre aussi mérite largement d'être l'objet de notre éloge. Au nom de l'humanisme fondamental, personnellement, je pense que l'on ne peut véritablement rejoindre le Conseil des Nations que lorsque l'on maîtrise la nature des legs de ses ancêtres à la civilisation, au même titre que tous les autres peuples. Une situation contraire ne cache qu'une domination coloniale, engendrant un peu asservi et aliéné, frétri par les frustrations et un profond sentiment d'infériorité. Et c'est ça qu'il faut corriger. Parce que les nègres, les noirs sont la source de la civilisation. D'ailleurs, la civilisation égypto-nubienne est une civilisation agraire. Or vraiment, la civilisation commence avec l'agriculture. Ceux qui se prétendent supérieurs à rien, sémites, c'était des nomades. Les nomades, ils font, notamment les nomades qui ont des cheptels, ils font des tentes. Ils ne font pas des maisons en dur. Ils font des tentes puisqu'ils se déplacent à tout moment. Quant aux Ariens, aux Caucasiens, ils étaient des nomades guerriers qui se déplaçaient sans cesse. Voilà. Merci au Motunde Kalala. Donc j'espère que mes auditeurs vont aimer cette nouvelle série-là que je commence. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, historien.